Je suis ravie d'être ici aujourd'hui dans ce lieu extrêmement emblématique qui a l'air vraiment extraordinaire pour parler de stress environnemental. Alors pour ma part, je suis sportive de l'extrême. Je réalise des expéditions dans le Grand Nord et en Antarctique, au pôle Sud. Donc j'évolue dans le sport aventure, des expéditions engagées dans des milieux plutôt froids, à ski de randonnée, parfois à pied, parfois en courant. J'ai notamment traversé le continent antarctique sur plus de 2000 km en 74 jours via le pôle Sud, par des températures qui sont descendues à moins 50 degrés. C'était il y a 5 ans. J'ai évolué aussi dans le sport de haut niveau, en athlétisme. Je suis membre de l'équipe de France de 24 heures. Donc c'est de la course sur ultra-distance, sur route. L'objectif, c'est courir le maximum de distance en 24 heures. Donc c'est une course, une type de discipline un tout petit peu différent de l'ultra-trail que je pratique aussi, puisque ça nécessite de courir sur des distances très très longues sans aucune cassure, vraiment dans un geste très répétitif pendant une durée de 24 heures. J'ai participé l'année dernière au World Marathon Challenge dont on va vous parler aujourd'hui. C'est une compétition internationale qui consiste à courir 7 marathons en 7 jours consécutifs en Antarctique et autour du monde, donc dans des lieux froids en Antarctique. Il a fait aussi un tout petit peu froid à Madrid, des températures inférieures à 0. Et puis également courir à Cape Town, à Dubaï, à Santiago. Tout ça en 7 jours consécutifs, donc 295 km. Pourquoi j'ai voulu participer à cette compétition? Pour 2 raisons principalement. La première, c'est que je pratique la course sur ultra-distance, donc généralement une discipline que l'on parcourt d'une seule traite, donc parcourir 240-250 km d'une seule traite en 24 heures. Et là, j'ai voulu en fait tester l'expérience d'une course par étape. Donc courir 42 km tous les jours et donc forcément à une allure un peu plus soutenue. Donc la question a été de savoir à quelle allure courir ces marathons. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est que je suis confrontée régulièrement au froid sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, ce qui m'a attirée dans cette compétition, c'est le changement de stress d'un jour à l'autre. Donc le passage par le froid, ensuite par le chaud, et entre les deux, entre deux continents, un passage en hypoxie, puisqu'on rejoint un continent à l'autre en avion. Et donc ce stress m'a intéressée, puisque c'est un autre rapport au temps et à l'espace que celui que je connais en général dans les expéditions, qui est plutôt un temps très long, avec une adaptation du corps au froid par moins 20, moins 30, moins 40 degrés sur une durée suffisamment longue. Là, pour le coup, il a fallu s'adapter dans un temps très très court. Donc j'ai fait appel à l'INSEP pour la préparation, pour 2 choses. D'une part, l'acclimatation, alors au froid, mais à la rigueur au froid, je savais déjà faire, puisque je vais régulièrement au Svalbard pour m'entraîner. Je vais souvent aussi en chambre froide, parce que même si le corps est adapté au froid, il lui faut parfois quand même des moments de rappel juste avant la compétition ou l'expédition dans le grand froid. Mais c'est surtout la chaleur qui m'a intéressée, parce que je ne savais pas du tout comment appréhender le marathon au Cap ou à Santiago, où il devait faire très très chaud, et donc je voulais m'entraîner en chambre thermique. Et puis également faire de la simulation, c'est-à-dire simuler sur un laps de temps plus court que la compétition, le passage du chaud au froid, avec entre les deux un moment en hypoxie. Donc c'est ce que l'on a fait avec Franck et toute son équipe. Donc si tu veux parler un petit peu des mesures, et Merci Stéphanie. Je compléterai. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, le postulat qui a été proposé et présenté par Stéphanie était le suivant. Donc sur cette base-là, en fait, on a réfléchi à un protocole à mettre en place pour l'aider à optimiser sa performance. Donc vous avez une acclimatation, comme l'a expliqué Sébastien précédemment. Donc on était contraint par des périodes de temps très courtes. Donc on a opté pour une période beaucoup plus courte de 6 jours. Et la fameuse simulation dont Stéphanie parlait, nous l'avons essayé de la reproduire donc en conditions froides
en conditions de vol, donc avec l'hypoxie simulée, donc avec un simulateur hypoxique, et puis à nouveau une deuxième épreuve qui correspondait à au deuxième stage de la compétition en conditions chaudes. Le tout réduit, au lieu de courir un marathon, on a demandé à Stéphanie de réaliser un effort de 110 minutes seulement. Voilà, donc en conditions froides, on a utilisé, nous, la chambre froide qu'on a au département médical, donc qui va de moins 20, moins 50 à moins 110. Donc vous imaginez bien qu'on a utilisé la première à moins 20. Donc imaginez-vous, elle est donc restée 110 minutes. Donc on n'a pas pu installer un tapis roulant, donc on a installé un ergocycle qui a été démonté, préparé pour le froid, sur lequel elle a pu faire son exercice. Ça a été réalisé avant, après, et on a voulu voir si les effets, parce qu'en même temps on a essayé de répondre à quelques questions scientifiques entre guillemets, j'y reviendrai un peu cet après-midi. Donc on a mesuré cette simulation avant et après cette acclimatation à la chaleur, et on a collecté un certain nombre de données, donc vous voyez le poids, l'urine, les lactatémies, les créatines kinases, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les différentes températures centrales et température de la peau. Puis ensuite, on avait un appareil qui nous avait été gracieusement prêté pour mesurer les accélérations, les différentes perceptions aussi. Et enfin, un facteur de performance. Donc on était sur un contre-la-montre, donc la distance parcourue sur ces fameuses 110 minutes. Donc ça a été répété sur les deux tests. Et puis, on a mesuré sur la première et la dernière séance ces mêmes facteurs pour voir si on avait une réelle acclimatation. Donc là, vous avez l'effet sur la compétition, parce qu'on lui a également prêté du matériel pour qu'il puisse collecter en fait ces différents paramètres. Donc là, on avait en amont fait un bilan sanguin, un test DEXA, différents questionnaires, entretiens. En fait, je ne l'ai pas suivi tout seul, il y avait toute l'équipe INSEP, un certain nombre de chercheurs donc, et médecins de l'INSEP. Et nous avons, avec le matériel qu'elle a pu emmener, pu faire des mesures, enfin c'est ce qui était espéré être réalisé, des mesures sur les différents marathons et post-marathon, post-différentes épreuves. Bon, pour différentes raisons, Stéphanie, tu l'expliqueras, ça a pu être fait sur la première, parce que la priorité c'était la performance, donc c'était un challenge, entre guillemets, supplémentaire, mais la priorité étant la performance. Stéphanie a pris la décision, après le premier marathon, d'éviter certains appareils de mesure. Voilà, le reste, tout a été collecté, tout a été fait dans les règles de l'art par Stéphanie et son mari qui l'accompagnaient. Je reviens très rapidement sur les résultats. Donc c'est la même figure que présentée avec Sébastien, juste pour schématiser les effets. Donc vous avez une diminution de la fréquence cardiaque. Les pourcentages sont les pourcentages qu'on a pu observer pré-post-acclimatation avec Stéphanie. Donc c'est dans le désordre, mais voilà l'ensemble des paramètres. Voilà, donc diminution de la fréquence cardiaque, diminution de la température centrale et température cutanée, augmentation du sweat rate, ça on ne l'a pas mesuré, mais c'est supposé être accompagné, et sur des mesures subjectives on a pu le constater. Amélioration du confort thermique et enfin amélioration de la capacité d'exercice. Voilà, donc là vous avez les résultats, mais j'y reviendrai cet après-midi, je casse tout. J'y reviendrai cet après-midi sur mon talk, sur les différentes performances, donc en conditions froides, en conditions chaudes. Et puis, je vais te laisser présenter ces différents résultats. Ce sont les résultats de performance. Donc Stéphanie. Alors voilà, j'ai pu courir 7 marathons en 7 jours consécutifs. J'ai atteint l'objectif qui était de battre le record du monde à l'époque, qui était de 3h55. Donc là, j'ai descendu à 3h40. C'était une année très challenging. 2 autres féminines étaient aussi extrêmement préparées pour la compétition. Et donc j'ai fini 3e sur ce World Marathon Challenge. Alors en Antarctique et à Santiago
Santiago, on a eu un peu plus que 42 km à parcourir. On a eu 45 km. Il faut savoir que les organisateurs préparent en fait la compétition au moment où on arrive sur les lieux, donc c'est parfois très compliqué. En Antarctique, c'est un environnement qui est extrême, et donc parfois il a fallu aussi s'adapter. En Antarctique, il a fait plutôt moins 15, moins 20 degrés. La température a diminué ensuite durant la compétition. C'est une épreuve en fait qui ne m'a pas posé problème en termes de froid, puisque je suis habituée au froid et que le rappel que l'on a pu faire à l'INSEP m'a bien préparée pour cette compétition. Ce qui a été plus compliqué, c'est plutôt des problèmes qui n'ont rien à voir, des problèmes plutôt d'ordre gastrique, et également le fait que la distance était un tout petit peu plus longue. Donc forcément, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais pas du tout dans le chrono que j'avais espéré, puisqu'il fallait faire un tout petit peu plus de kilomètres. Ensuite, on est parti à Cape Town. Alors là, pour le coup, il a fait beaucoup plus chaud. Je pense très sincèrement que l'acclimatation m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire que quand j'ai préparé cette compétition, j'avais un objectif d'allure. J'ai basé à peu près l'allure sur l'allure du 100 km. C'était très compliqué pour moi de savoir quelle allure choisir, parce que c'est une compétition unique, c'est-à-dire qu'on l'a fait une fois, c'est pas quelque chose que l'on peut répéter d'une année sur l'autre, sauf cas exceptionnel. Certains athlètes sont revenus 2 ou 3 fois sur cette compétition, mais c'est plutôt exceptionnel. Donc il faut partir finalement de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît. Donc sa pratique de l'ultrafond sur 24 heures, parcourir 240 km d'une seule traite, sa pratique du marathon, sa pratique du 100 km. Donc je me suis dit qu'à priori ça devrait être l'allure 100 qui devrait être l'allure que je pourrais tenir sur une telle compétition. Et puis au final, j'ai pas tellement eu peur sur le moment des conditions de chaleur, parce que j'ai pris conscience, à force de m'entraîner en chambre thermique à l'INSEP, que en fait le corps il s'adapte vraiment. C'est une question d'adaptation, c'est exactement comme pour le froid. J'ai ressenti que ma fréquence cardiaque augmentait beaucoup moins lors des derniers entraînements, et je l'ai ressenti ensuite quand j'étais à Cape Town. J'ai ressenti aussi que j'étais capable de faire un exercice un peu plus soutenu, et que finalement les conditions elles sont là, et on fait avec, et c'était pas un élément qui pour moi allait me pénaliser. Par contre, les petits soucis que j'ai eu en Antarctique, oui, il y a eu pas mal de dénivelé aussi à Santiago et à Madrid, avec des pentes à 7%, puisque à Madrid on était sur un circuit Formule 1. Donc là pour le coup, moi j'avais pas particulièrement préparé les bosses pour cette compétition. Je les prépare quand je prépare des trails, et là j'étais pas du tout en prépa trail à cette période-là. Donc ça c'était quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué à gérer. Et puis à Santiago, on a couru de nuit. Alors la température était particulièrement élevée quand on est arrivé. Là pour le coup, j'étais un tout petit peu plus angoissée qu'à Cape Town, peut-être parce que il y avait un tout petit peu plus de délai entre le moment où j'avais fini mes acclimatations et le moment où je me suis retrouvée à Santiago. Et finalement, on a couru la nuit par des températures un tout petit peu plus clémentes, à 24-25 degrés. Donc c'était OK, mais en tout cas, quand on est arrivé sur site, la température était bien supérieure. Et là, pour le coup, j'avais pas tout à fait le même ressenti que celui que j'avais pu avoir à Cape Town juste après le marathon d'Antarctique. Il faut savoir aussi que j'avais déjà parcouru pas mal de kilomètres, et je pense que ça joue. C'est un biais évidemment dans les résultats et la sensation aussi par rapport au froid ou au chaud. Quand on passe plusieurs semaines dans le froid, on a parfois des sensations de froid qui sont beaucoup plus fortes en fin d'expédition du fait de la fatigue. Donc il est probable aussi qu'avec la chaleur, on ait un petit peu la même chose. Peut-être on peut montrer la vidéo si on l'a, je ne sais pas. C'est celle-ci ? Oui. Non. Ah si. Il y avait du son ?
voilà quelques images. Alors moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur cette compétition pour diverses raisons, parce que pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, le fait que ce soit une course par étapes, le fait qu'il y ait aussi une extraordinaire ambiance, que ce soit avec les organisateurs ou les autres athlètes, aussi un niveau de compétition qui était extrêmement élevé, avec des féminines qui étaient vraiment au top niveau, un Michael Wardian qui est un très grand athlète de l'ultrafond, qui était présent aussi sur cette compétition. C'était vraiment des moments assez exceptionnels. J'ai aussi beaucoup appris durant la préparation, et en fait j'accorde beaucoup d'importance à l'expérience, et c'est clair, je le répète encore une fois, je suis convaincue aujourd'hui, si je dois préparer une compétition dans le show, je ne me dirais pas que la chaleur va réduire ma performance. Je me préparerai à gérer cette chaleur. Là, je vais participer au championnat d'Europe à Vérone au mois de septembre. Il est probable qu'il fasse assez chaud. C'est quelque chose que je vais préparer, parce que je ne veux pas que la chaleur impacte la performance, et je suis absolument convaincue que, comme pour le froid, on peut préparer une compétition au chaud et faire en sorte que la fréquence cardiaque n'augmente pas trop, et qu'on puisse supporter cela. J'ai eu pas mal de difficultés aussi, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais à Dubaï, parce que le taux d'humidité était assez important, et ça c'était quelque chose que l'on n'avait pas pu préparer en amont, mais là c'est la même chose. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut se préparer pour une compétition. Il y a deux autres éléments. Là on parle beaucoup de la performance, la préparation en chambre thermique, en hypoxie, donc la préparation physique. Il y a deux autres éléments qui me semblent essentiels aussi pour réussir dans le chaud, dans le froid, en altitude. C'est la préparation logistique, parce qu'on ne s'équipe pas de la même manière quand on est dans le froid, dans le chaud, sur une course d'ultra-distance. L'équipement est vraiment essentiel, et c'est clair qu'on peut rater une compétition, même si on l'a préparée d'un point de vue physique, parce que l'on n'a pas le bon équipement, parce que l'on ne s'hydrate pas correctement. Quand il fait très chaud, il faut s'hydrater certes, mais il ne faut pas trop s'hydrater. On le voit sur les courses d'ultra-distance, pas mal d'accidents qui sont liés à une trop forte hydratation aussi. Donc la prépa logistique, qui était évidemment assez considérable sur cette compétition, parce qu'il fallait en plus passer d'un lieu à l'autre, avec pas mal de charges à tracter d'un continent à l'autre, porter l'alimentation, pouvoir s'adapter sur chacun de ces continents. Et puis une préparation mentale aussi, qui me semble extrêmement essentiel. C'est-à-dire que quand on va dans un lieu qui est froid, on sait qu'il est froid, on ne peut pas faire autrement, on pourra pas enlever ce froid, il est là. Donc il faut faire avec, et il faut essayer de performer au mieux malgré ces conditions météo. Et c'est vrai aussi pour la chaleur. Et donc il faut le visualiser en amont. C'est-à-dire que moi je mentalise, je vois en amont une course dans le froid. Donc je ressens en amont, avant même de le vivre, ce que je vais vivre dans le froid. Et j'ai fait la même chose pour la chaleur. J'ai visualisé notamment le soleil, parce que quand on est en chambre thermique, on n'a pas de soleil, et quand on se retrouve sur le terrain et qu'on a en plus la chaleur solaire, c'est encore un élément supplémentaire. Donc je l'ai visualisé de manière à ne pas pouvoir être déconcentré et pouvoir continuer à poursuivre mon objectif. Donc il y a ces deux éléments qu'il faut rajouter à la prépa physique, vraiment la préparation logistique et la prépa mentale. C'est vraiment un tout, faire en sorte qu'il y ait ces trois éléments, bon, évidemment en plus de la nutrition, des soins de récupération, etc. Mais ces trois éléments me semblent vraiment essentiels pour la performance dans des conditions extrêmes. Voilà. Vous avez peut-être des questions ? C'est tout à fait ça, merci. Merci pour cette super présentation, et justement voilà, il y a les micros qui vont circuler pour les questions, un peu plus de 5 minutes à votre disposition pour aller un petit peu plus loin sur cette présentation et cette sacrée discipline, et ensuite on fera la pause prévue pour le déjeuner. Stéphanie, c'est à toi. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors peut-être sur la préparation que l'on a faite à l'INSEP, ou bien sur ce que j'ai pu vivre durant les 7 marathons. Bonjour. Bonjour. Une petite question par rapport aux 7 marathons. Est-ce que vous avez utilisé des textiles différents ? Vous disiez à un moment c'était chaud et humide, alors des fois c'était plus chaud, peut-être plus sec. Est-ce que...
Alors, j'ai utilisé des textiles différents vraiment entre les zones très froides et les zones très chaudes. Par contre, entre un marathon au Cap ou un marathon à Dubaï, je n'ai pas utilisé de textiles différents. Alors, peut-être effectivement que c'est un point qui serait un point de détail qui serait aussi à creuser. C'est vrai que j'ai une plus grande connaissance du froid, où là, pour le coup, je savais exactement le type de tenue qu'il fallait porter en fonction de la température et du vent, parce qu'on ne s'habille pas de la même manière quand il fait moins 20 ou quand il fait moins 40, puisque si vous vous habillez trop, vous avez la transpiration qui gèle, donc ça peut être très désagréable. Idem, on n'a pas le même équipement quand on est en Arctique, où c'est très humide, par rapport au pôle sud, l'Antarctique, où c'est très sec. Par contre, j'ai beaucoup moins de connaissances sur la chaleur et l'humidité en termes de textile pour des régions plus chaudes. Donc là, j'ai été vraiment habillée de la même manière dans ces deux régions. Après, c'est vrai que le marathon de Dubaï était particulièrement humide, et les chronos ont été bien moins bons pour la plupart des athlètes. Et moi, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, donc peut-être une capacité d'adaptation, mais effectivement, elle aurait été encore peut-être meilleure si on avait pu tester aussi l'humidité en entraînement. Mais voilà, après, non, le textile, pas de différence, en tout cas pour le show. Bonjour, d'abord merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport à la gestion du sommeil pendant les 7 jours et les voyages en avion, le décalage horaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez préparé ou au pire à la fin des 7 jours fatigué quoi? Alors les décalages horaires, on les ressent pas du tout, parce que on part vraiment pour 7 jours. C'est comme une très longue journée, dans le sens où on ne sait pas du tout quelle heure il est là où on se trouve. On voit juste qu'il fait nuit ou qu'il fait jour, mais on est complètement déconnecté du temps, donc de l'horaire à Paris, mais aussi de l'horaire sur place. Donc ça, c'était pas une question. Par contre, évidemment, les temps de sommeil et les temps de repas dépendaient des temps de vol et des temps de course. Donc ils n'étaient pas à heure régulière. Et ça, pour le coup, c'était assez compliqué à gérer. Alors après, pour les avions, on avait prévu justement de pouvoir surélever les jambes pour pouvoir dormir le mieux possible. Moi, j'avais prévu mon protocole de repas avant de dormir et de repas juste avant la compétition. Donc j'avais vraiment tout écrit en fonction de l'agenda. Mais après, il a fallu vraiment s'adapter. C'est des temps de sommeil qui sont très très courts. En général, c'était plutôt 3 heures. Donc c'est ça qui rend aussi la compétition très compliquée, parce que je suis habituée à l'ultra-distance par étape, mais quand on s'arrête dans un lieu et que l'on repart du même lieu le lendemain, donc avec un temps de repos qui est quand même assez conséquent, de 7-8 heures de sommeil. Là, c'est pas tout à fait la même chose, parce que vous avez des temps de récupération qui sont vraiment inadaptés. Donc c'est ça aussi qui joue évidemment sur la complexité en fait de la compétition, en plus des passages du chaud au froid et du fait que la distance reste malgré tout quand même assez longue. Voilà. Petit complément d'information, elle était dotée d'un actimètre. On a pu mesurer certains paramètres du sommeil, notamment avec Mathieu Nedelec et Anis Aloulou, qui couvraient ces aspects-là. Et autre point, parce que ce n'est pas présenté ni cet après-midi, ni j'ai enlevé une des slides, on avait sur les différents questionnaires donc de surentraînement, de stress psychologique, on a eu l'heureuse surprise de constater qu'après les 7 jours de course, en fait, elle est arrivée dans un meilleur état de fraîcheur qu'avant la course. Voilà. Donc c'est quand même assez surprenant et extraordinaire. Bon. Bonjour. D'abord, félicitations. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que si l'ordre des courses avait été différent, le résultat, même pour vous, la préparation aurait pu changer, notamment finir par l'Antarctique et par la course froide? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu changer quelque chose? Non, je ne pense pas, parce que si on avait terminé par l'Antarctique, pour le coup, pour moi, j'aurais personnellement, c'est vraiment un avis personnel, là pour le coup, j'aurais trouvé ça un tout petit peu plus facile, parce que je préfère en fait l'effort dans le froid que l'effort dans le chaud. À Miami, il faisait quand même un petit peu chaud, enfin peut-être moins qu'à Cape Town, mais un petit peu quand même. Donc finir par l'effort dans le froid, ça ne m'aurait moins dérangé finalement. Mais il faut savoir que pour les autres athlètes, la compétition en Antarctique
était compliqué. Je pense parce qu'ils n'avaient jamais fait d'efforts dans le froid, probablement, parce qu'ils n'avaient peut-être pas préparé en chambre froide ou sur le terrain le fait de courir tout simplement sur la neige et dans un environnement froid avec du vent. Beaucoup étaient suréquipés, donc avec beaucoup de vêtements, et donc des vêtements parfois qui gênent aussi pour la course, avec lesquels ils ne s'étaient pas forcément entraînés au préalable. C'est vrai que pour moi, finir par l'Antarctique, ça aurait été plutôt quelque chose de bien, je pense, plutôt que finir dans le chaud. C'est vrai qu'entre les deux, j'ai une préférence pour la compétition dans le froid, mais encore dans le froid à -20, parce que le froid à -50, là pour le coup, je préfère la course par 35 degrés. Donc tout est relatif, tout est une question de température, de préparation. Mais l'idéal, quand on est dans des températures de -20 ou de 35, qui restent quand même plutôt normal, je pense, par rapport à du -50 ou du 50 degrés. Je pense qu'en se préparant, on peut vraiment être dans la meilleure performance et finalement considérer que c'est un élément à prendre en considération comme un autre, un obstacle, et faire avec. Voilà. Juste encore un élément. Nous, ça a remis en question en fait la réflexion sur la simulation. Parce que la simulation était vraiment de répéter, de faire une copie en fait des 2 premières étapes avec le passage du froid au chaud et de voir quels étaient les effets de cette adaptation à la chaleur sur l'enchaînement froid plus chaud. Si le format de la course avait été différent, je pense que la réflexion en tout cas sur cette simulation aurait été différente. Moi j'ai une question. Pour en revenir sur la question du sommeil, il y a pas mal de travaux qui sont intéressés au niveau des ultra-trails à la notion de réserve de sommeil, donc c'est-à-dire à poser en amont de la compétition un temps plus important de sommeil. Est-ce que c'est un protocole qui a été mis en place chez vous ou pas du tout ? Alors, c'est tout à fait vrai, effectivement. Avant une ultra distance, on fait une réserve de sommeil. En général, pendant 15 jours, on essaye de dormir 1 heure de plus par nuit, 1 à 2 heures de plus. Alors, c'est des choses que j'ai essayé de faire à chaque compétition. Mais pour l'instant, je n'y suis jamais parvenue. Alors, pour des questions d'agenda, aussi pour des questions qui sont liées au fait que le stress augmente dans les périodes de compétition. Donc c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné pour l'instant, et pourtant je pense que c'est effectivement ce qu'il faut faire, parce qu'il y a une autre pratique qui consiste au contraire à aller s'entraîner la nuit ou s'entraîner très tard le soir pour pouvoir se préparer à courir la nuit durant la compétition d'ultra. Ça, moi, je ne le pratique pas. Je l'ai pratiqué il y a des années, mais aujourd'hui, je ne le fais pas parce que je pense au contraire qu'il vaut mieux avoir plus de sommeil pour être prêt le jour J et ne pas dormir. Après, il y a aussi sur les courses ultra le café qui fonctionne quand même assez bien et qui est un élément qui permet de ne pas dormir parce que, évidemment, si on veut pouvoir courir le plus vite possible, en général, on court 24 heures sans dormir. Et là aussi, pour le coup, il fallait bien souvent courir la nuit, puisqu'on a eu 5 marathons qui se faisaient la nuit, donc avec évidemment une tendance à s'endormir peut-être plus que pour un marathon de jour. Donc il fallait effectivement tenir en essayant d'amasser du sommeil en amont et puis en prenant aussi du café. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, merci. Au niveau du protocole, vous nous avez dit que vous avez arrêté certaines prises d'informations. Pourquoi ? Et ma deuxième question, quels sont les enseignements au niveau scientifique tirés de votre suivi ? Alors, pendant la compétition, j'avais en fait plusieurs mesures. On s'était mis d'accord sur plusieurs mesures à prendre, notamment des mesures de sensation, des mesures de température, des mesures de la chaleur extérieure, comment je me ressens, quelle est la fatigue, etc. Donc des questionnaires à remplir. Donc ça a pu être fait durant toute la compétition. Ensuite, j'ai également porté sur une partie de la compétition un gilet qui me permettait
de collecter des données, notamment fréquence cardiaque, des données concernant la température centrale, la façon dont la foulée évolue aussi en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Le gilet, je l'ai porté au début, puis ensuite, dans la mesure où certains marathons ont été effectués dans une très grande chaleur, donc avec beaucoup de transpiration, il faut choisir aussi un équipement qui permette de ne pas créer de frottement, et c'est très important sur l'ultra-distance. Donc à un moment donné, j'ai aussi choisi d'être un petit peu plus léger en termes de vêtements, mais on a quand même pu collecter des données sur la préparation, l'entraînement et puis une partie des compétitions. Et puis après d'autres données aussi qui ont été mesurées à l'aide d'autres appareils, et notamment tout simplement le cardio, la Garmin, qui collectait aussi pas mal d'informations. Oui. Juste un petit complément, je vais remercier Cardionet parce qu'ils sont là, donc c'est eux qui nous ont prêté un matériel qu'on appelle l'Equivital. Et sur les périodes d'acclimatation, Stéphanie a fait des essais, j'aurais pu vous mettre les photos, et j'avais ces aisselles, les photos de ces aisselles qui étaient très abîmées. Et donc avec l'autorisation de Cardionet, on a essayé d'optimiser la brassière, donc en la découpant. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle elle l'a utilisée que sur le premier marathon, c'est qu'elle a senti une gêne, elle n'était pas très bien. Donc on avait d'un commun accord décidé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la priorité était donnée à la performance. Elle avait l'autorisation et elle a fait le choix donc de ne pas la porter sur les courses qui ont suivi. Voilà, c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu ce monitoring-là en particulier. Okay. Bonjour. Bon, une question. Je voudrais savoir comment vous avez géré l'aspect mental pendant la compétition. Dans la compétition, alors dans la compétition, je l'ai géré exactement comme sur une course d'ultra-distance ou sur une expédition. C'est-à-dire que la compétition, pour moi, elle a démarré au premier jour, quand je suis partie en Antarctique, et elle s'est terminée à Miami. Et pour moi, c'est comme une très longue journée, exactement comme dans une expédition où on est sur le qui-vive pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la compétition tout le temps. On n'en sort pas. Et c'est-à-dire qu'après un marathon, j'étais concentrée sur le marathon qui suit, donc sur la stratégie de course, sur le ravitaillement, parce que le circuit, on l'apprenait à la dernière minute, donc il fallait savoir où est-ce qu'on posait son ravitaillement, où est-ce qu'on le portait sur nous, etc. Donc il y avait toute la stratégie à élaborer un peu à la dernière minute. Et donc je restais vraiment concentrée, et j'ai ressenti un état de fatigue qu'à la fin, le dernier jour, après le dernier marathon, parce que probablement ça retombait un peu comme après une expédition où on ressent cette fatigue vraiment à la fin. Après, la préparation mentale, c'est beaucoup de visualisation, c'est-à-dire en amont, voir toutes les séquences de la course, se voir courir au froid, se voir courir au chaud, mais voir aussi les transitions, le passage sous les portiques de sécurité à l'aéroport, le fait de devoir porter des charges lourdes, le fait de devoir préparer son alimentation, le fait de devoir dormir dans des situations inconfortables. C'est tout prévoir de façon à finalement tout accepter, et accepter aussi l'aléa, l'aventure, parce que évidemment dans ce type de compétition il y a un côté quand même aventureux, dans le sens où déjà on ne fait pas tous les ans ce type de compétition, donc il y a beaucoup de questions que l'on se pose avant d'y aller, on ne sait pas forcément y répondre, et puis tout peut se produire, c'est-à-dire que l'Antarctique c'est un continent qui est extrême, c'est pas forcément évident d'y aller. Cette année par exemple sur le World Marathon Challenge, ils ont eu du retard parce que le marathon en Antarctique on ne pouvait pas le courir du fait des conditions météo, il était impossible de rejoindre le continent antarctique. Donc tout ça, il faut pouvoir aussi le visualiser, anticiper qu'il y aura forcément des obstacles imprévus, de manière à pouvoir les accepter, parce que je pense qu'à partir du moment où on accepte tous ces éléments mentalement, on fait déjà 50% du chemin, parce qu'on ne perd pas d'énergie à les renoncer, à refuser ces obstacles. On les accepte et donc on part déjà de plus loin. Il faut juste les gérer, et donc déjà en se disant que ça va se passer de façon difficile, qu'il y aura forcément des éléments qui vont nous impacter, qui seront compliqués à gérer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui ensuite nous permet d'aller plus loin, et on peut n'être finalement que satisfait, parce que quand j'ai vu qu'il y avait des bosses à Santiago, quand j'ai vu qu'il y avait des bosses à Madrid, quand je me suis rendu compte qu'on faisait davantage de kilomètres, le fait d'avoir visualisé aussi qu'il y aurait des choses imprévues m'a permis de plus le surmonter, alors que pour certains athlètes
athlètes, le fait de parcourir 45 km en Antarctique, ça les a minés parce que dès le premier marathon, ils faisaient plus de kilomètres. Et donc, ils ont ressassé ça au lieu de passer au deuxième marathon. Alors que quand le marathon est fini, il fallait vraiment passer sur la stratégie du prochain et vraiment toujours anticiper, être dans la course tout le temps, en fait. Stéphanie, merci. Merci. Au nom de la fédération, on tenait à te faire ce petit présent. Je pense pas que tu cours avec. Non. Non, vu les conditions. Mais voilà, au nom de la fédération, on voulait merci beaucoup, te remercier et t'offrir ce petit maillot. Très gentil, merci. Merci. Merci Stéphanie.